Vous êtes-vous jamais arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle vous parlez exactement comme vous parlez? Quel secret votre voix révèle-t-elle sur qui vous êtes vraiment? Et si votre intonation, votre accent, ou même votre choix précis de mots ont été des facteurs déterminants dans la façon dont le monde entier vous perçoit et vous juge? Ludwig Wittgenstein a prononcé un jour une phrase qui résonne avec une profondeur troublante. Les limites de ma langue signifient les limites de mon monde. Mais peut-être que la façon dont nous nous exprimons ne définit pas quelque chose d'encore plus profond et de plus troublant. Se pourrait-il que si nous parlions radicalement différemment, nous devenions des personnes complètement différentes? Notre voix n'est pas simplement un son qui émerge de nos cordes vocales. C'est une archive vivante qui porte en elle une histoire complète, une identité construite au fil des ans, un sentiment d'appartenance qui nous relie à nos racines les plus profondes. Et en même temps, paradoxalement, il peut fonctionner comme un passeport qui nous ouvre des portes ou comme une barrière invisible qui nous exclut des opportunités que nous pensions mériter. Pensez-y, combien de fois avez-vous vu quelqu'un changer complètement de ton lorsqu'il s'adressait à son patron, transformant non seulement sa voix, mais toute sa personnalité? Avez-vous remarqué comment certaines personnes ajustent subtilement leur accent lorsqu'elles se présentent dans un nouvel environnement, comme si elles savaient inconsciemment que leur façon naturelle de parler pourrait être un obstacle? Ces petits changements apparemment insignifiants ne sont pas aléatoires ou aléatoires. Ils font partie d'un jeu social complexe et impitoyable, dans lequel notre façon de parler est constamment adaptée à des règles invisibles, d'acceptation et d'exclusion. Le philosophe français Michel Foucault a soutenu que le discours n'est pas simplement un moyen de communication neutre, mais un champ de dispute actif pour le pouvoir social. La façon dont nous parlons peut ouvrir des portes dorées à des opportunités extraordinaires, ou elle peut les fermer pour de bon avant que nous ayons la chance de prouver notre véritable valeur. Pierre Bourdieu a inventé un terme qui résume cette cruelle réalité: le capital linguistique. L'idée révolutionnaire que la façon dont nous parlons peut nous accorder ou nous refuser un statut au sein de la société, fonctionnant comme une monnaie invisible mais puissamment réelle. Ce phénomène inquiétant commence à se manifester dès la plus tendre enfance. Des études fascinantes montrent que les bébés, avant même d'apprendre à prononcer leurs premiers mots cohérents, montrent déjà une préférence marquée pour les voix qui ressemblent à celles de leurs principaux soignants. Les enfants d'âge scolaire choisissent leurs amis plus pour la similitude de leur accent que pour leur apparence physique. Dans la vie adulte, cet instinct primitif se transforme en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les préjugés systématiques. Les personnes ayant des accents considérés comme différents peuvent automatiquement être perçues comme moins intelligentes, moins dignes de confiance, moins compétentes, même si elles prononcent exactement les mêmes mots, avec le même contenu intellectuel. Cette réalité n'est pas une théorie abstraite, cela a des conséquences dévastatrices et concrètes. Manuel Fragante, un ancien combattant au curriculum vitae impeccable, a perdu une opportunité d'emploi simplement parce que son accent philippin mettait les intervieweurs mal à l'aise. Lorsqu'il s'est battu légalement contre cette discrimination flagrante, il a perdu le procès. Le tribunal a statué que le fait de refuser un poste à quelqu'un uniquement en raison de sa façon de parler ne constituait pas une discrimination illégale. Fragrant n'a pas perdu cet emploi par manque de qualification, d'expérience ou de compétence. Il l'a perdu parce que sa voix, sa sonorité, sa façon particulière de donner vie aux mots ne correspondaient pas à ce qui était considéré comme socialement acceptable. Ce cas démontre que derrière ce qui apparaît superficiellement comme un détail technique, tout un système d'exclusion et d'appartenance qui détermine les destins humains fonctionne en silence. Frantz Fanon, qui a étudié en profondeur les effets psychologiques dévastateurs de la colonisation, s'est rendu compte que l'une des premières et des plus efficaces attaques contre une culture dominée
n'était pas seulement physique ou économique, mais fondamentalement linguistique. Les gouvernements autoritaires interdisent systématiquement les langues maternelles, imposant les dialectes étrangers comme obligatoires, et façonnent les voix de populations entières pour effacer des identités culturelles millénaires. L'apartheid a mis en œuvre cette stratégie avec une précision chirurgicale en Afrique du Sud. Le régime franquiste a méticuleusement essayé d'éradiquer le catalan et le basque en Espagne. Chaque fois que quelqu'un veut contrôler complètement une population, il commence par faire taire ses voix naturelles, parce qu'il comprend que la voix est l'expression la plus intime de l'identité collective. Mais une question fascinante se pose. Et si la résistance la plus puissante venait précisément de la parole, du refus de modifier notre voix naturelle, Judith Butler a développé des concepts révolutionnaires sur la performativité du langage, suggérant que notre identité n'est pas une essence fixe et immuable, mais un acte constant de représentation. Cette perspective explique pourquoi certains groupes, historiquement marginalisés, s'approprient délibérément leur mode de parole comme de fiers étendards de résistance. Pensez aux rappeurs qui ont transformé l'anglais, marginalisé en poésie de protestation urbaine, qui a atteint tous les coins du monde. Prenons l'exemple des langues autochtones qui restent vivantes, malgré des siècles de répression systématique. La façon dont nous parlons peut fonctionner comme un acte de soumission silencieuse ou comme une déclaration audacieuse de subversion. La vérité, inconfortable que peu osent admettre, est qu'absolument personne ne parle de la même manière tout le temps. Notre intonation, notre rythme et même nos choix de mots spécifiques changent radicalement en fonction de l'environnement et de l'entreprise dans laquelle nous nous trouvons. Cela se produit parce que le langage n'est pas seulement un outil pratique de communication, mais aussi un miroir social extraordinairement sensible qui reflète notre profond besoin psychologique d'appartenance. Une étude révélatrice de la linguiste Penelope Eckert a montré que les adolescents d'une même école modifiaient systématiquement leur façon de parler en fonction du groupe spécifique auquel ils s'identifiaient. Les jocks, athlètes, parlaient complètement différemment des burn-outs, les jeunes plus rebelles. Ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, ils appartenaient tous à la même communauté. Ce qui a changé, c'est la façon dont ils voulaient être perçus. Ce phénomène d'adaptation vocale s'étend tout au long de la vie adulte. Lors d'une réunion de travail, un cadre peut adopter consciemment un ton plus sérieux et plus ferme pour démontrer son autorité. Entre amis proches, ce même ton peut devenir complètement détendu et décontracté. Cette adaptation constante est directement liée au concept de capital linguistique développé par Bourdieu. Comme l'argent ou le statut social, la façon dont nous parlons peut fonctionner comme un atout social puissant. Ceux qui maîtrisent le langage considéré comme standard sont beaucoup plus susceptibles d'être écoutés avec respect, d'être pris au sérieux et d'être acceptés dans les cercles d'influence. En revanche, ceux dont le discours s'écarte de cette norme arbitraire peuvent être systématiquement exclus, impitoyablement stéréotypés ou carrément réduits au silence. Le grand problème structurel est que cette norme linguistique n'est pas du tout neutre ou objective. Il a été méticuleusement construit au fil du temps pour favoriser certains groupes spécifiques au détriment systématique d'autres. Un exemple classique de cette imposition sociale s'est produit en Afrique du Sud pendant l'apartheid, lorsque le gouvernement raciste a explicitement interdit l'enseignement des langues maternelles dans les écoles et imposé l'africain comme langue obligatoire. Mais cette oppression linguistique ne se traduit pas toujours sous la forme d'une interdiction explicite et dramatique. Souvent, cela se produit d'une manière beaucoup plus subtile et silencieuse, ce qui le rend encore plus pernicieux. Pensez aux millions de migrants qui arrivent dans un nouveau pays et sont immédiatement jugés pour leur accent. Prenons l'exemple de l'enfant qui, en entrant à l'école, découvre douloureusement que la façon dont ses parents parlent à la maison n'est pas considérée comme correcte.
par le système éducatif. Ces petits moments quotidiens enseignent presque imperceptiblement que certaines voix sont intrinsèquement plus acceptées que d'autres, créant des hiérarchies linguistiques qui sont intériorisées comme des vérités naturelles. Si Butler a raison de dire que l'identité est fondamentalement un acte, alors notre façon de parler est l'un des principaux outils de cet acte identitaire. Les préjugés linguistiques sont l'un des plus invisibles et en même temps l'un des plus cruels qui existent. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de sons, il s'agit d'un pouvoir systémique. Si quelqu'un fait une petite erreur grammaticale, il est rapidement étiqueté comme ignorant. Si quelqu'un a un accent étranger marqué, il peut automatiquement être considéré comme moins digne de confiance. Et pourtant, il y a de la résistance. Dans les communautés historiquement marginalisées, sauver et célébrer sa propre langue devient un acte puissant d'affirmation identitaire. Aux États-Unis, l'anglais vernaculaire afro-américain a longtemps été stigmatisé, mais il s'est transformé en une forme d'expression culturelle extraordinairement puissante, présente dans le rap, la littérature et le cinéma. Au milieu de cette guerre invisible des voix, le monde numérique est en train de redéfinir complètement les règles du jeu des langues. Marshall McLuhan a prononcé la phrase prophétique « Le médium, c'est le message ». Notre façon de parler est en train d'être radicalement redéfinie par Internet. Les dialectes régionaux fusionnent, de nouveaux modèles de communication émergent, et l'anglais formel ne domine plus automatiquement la scène mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, des voix qui ont été systématiquement réduites au silence pendant des siècles sont entendues et amplifiées à l'échelle mondiale. Mais cela soulève une question troublante. Cela signifie-t-il que la discrimination linguistique est réellement en train de disparaître? Ou est-ce que nous remplaçons simplement une forme traditionnelle d'exclusion par une forme plus sophistiquée? Alors qu'Internet amplifie des voix qui étaient auparavant complètement étouffées, les algorithmes des médias sociaux donnent automatiquement la priorité à certains modèles de parole. Une vidéo avec un accent considéré comme agréable peut avoir une portée nettement supérieure à celle d'une vidéo avec un accent moins courant. Sommes-nous vraiment en train de nous libérer des biais linguistiques ou déléguons-nous simplement cette exclusion à des algorithmes? Mais il y a un autre aspect qui mérite une réflexion profonde, l'impact psychologique que l'effort constant pour modifier sa façon naturelle de parler a sur une personne. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en sachant que pour être accepté dans votre travail, à votre université ou dans certains cercles sociaux, vous devez représenter une version modifiée de vous-même. Il ne s'agit pas simplement de choisir des mots différents, c'est supprimer une partie fondamentale de votre identité qui s'est formée dans l'intimité du foyer, dans la chaleur des conversations familiales, dans la spontanéité de l'enfance. Les psychologues ont documenté que cette vigilance linguistique constante génère ce que l'on appelle la fatigue de changer de code, un épuisement mental et émotionnel qui découle de la nécessité de passer constamment d'un registre de discours à l'autre. C'est comme vivre en traducteur de sa propre existence, mesurer chaque mot avant de le prononcer, calculer si sa façon naturelle de s'exprimer sera bien accueillie ou marquera une distance insurmontable par rapport à son interlocuteur. Pensez à l'étudiante qui vient d'une famille de travailleurs et qui doit apprendre à parler comme ses pairs de la classe moyenne, afin d'être prise au sérieux dans les présentations académiques, ou le professionnel qui a émigré il y a des années, mais qui sent toujours qu'il doit s'excuser de son accent avant d'exposer des idées brillantes lors de réunions de travail. Chacune de ces adaptations linguistiques implique une négociation douloureuse avec sa propre authenticité. La sociolinguistique nous enseigne qu'il existe un phénomène appelé hypercorrection, lorsque des personnes qui cherchent à adopter une façon de parler considérée comme plus prestigieuse finissent par exagérer certains traits linguistiques. C'est comme si la peur d'être jugé les conduisait à créer une version artificielle de la sophistication, qui paradoxalement peut sembler forcée
ou fausse. Cette hypercorrection est le symptôme d'un système qui a fait douter les gens de la légitimité de leur propre voix. La technologie moderne a ajouté de nouvelles couches de complexité à ce phénomène. Les assistants vocaux, tels que Siri, Alexa ou Google Assistant, sont principalement formés pour reconnaître des variantes spécifiques de l'anglais, en excluant souvent les accents régionaux ou minoritaires. Cela signifie que des millions de personnes doivent modifier consciemment leur prononciation naturelle pour que les machines les comprennent. Il s'agit d'une forme de discrimination algorithmique qui oblige les utilisateurs à s'adapter à des biais programmés dans l'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'éducation, les effets de ces préjugés sont particulièrement dévastateurs. Lorsqu'un enfant découvre que sa façon naturelle de parler est constamment corrigée à l'école, il reçoit le message implicite que son identité culturelle est imparfaite. Cela peut conduire à ce que les pédagogues appellent un traumatisme linguistique, une blessure profonde dans l'estime de soi qui associe l'expression authentique à la honte et au rejet. Certains systèmes éducatifs progressistes ont commencé à mettre en œuvre des pédagogies qui valorisent le multilinguisme et reconnaissent les variantes dialectales comme des ressources linguistiques légitimes et non comme des erreurs à corriger. Ces approches comprennent que la préservation de la voix naturelle des élèves tout en leur apprenant à naviguer dans différents registres linguistiques est essentielle à leur développement holistique. La recherche neuroscientifique a révélé des données fascinantes sur la façon dont le cerveau traite les variations de la parole. Lorsque nous entendons quelqu'un avec un accent différent d'une autre, notre cerveau doit travailler plus dur pour décoder le message. Cette activité neuronale accrue peut créer un sentiment d'effort subconscient qui, sans réflexion critique, peut être interprété à tort comme une preuve que la communication est plus difficile avec cette personne. Cependant, des études longitudinales montrent que cette difficulté initiale disparaît complètement avec une exposition régulière. Le cerveau s'adapte rapidement aux nouveaux modèles de discours lorsqu'il y a une réelle motivation à comprendre. Cela suggère qu'une grande partie de l'incompréhension linguistique qui justifie la discrimination est en fait une réticence à faire un effort supplémentaire qui nécessite une écoute avec une véritable attention. Il y a aussi une composante générationnelle importante à ces phénomènes. Les jeunes qui grandissent dans des environnements numériques mondialisés développent souvent ce que les linguistes appellent la compétence multidialectale, la capacité de comprendre et d'utiliser plusieurs variantes linguistiques en fonction du contexte. Cette génération semble plus à l'aise pour naviguer dans la diversité linguistique, mais elle est également confrontée à de nouveaux défis liés à l'authenticité dans des environnements où l'identité peut être aussi fluide qu'un avatar numérique. Les médias sociaux ont créé des espaces où certains groupes peuvent célébrer et amplifier leur façon particulière de parler. Des plateformes comme TikTok ont démocratisé la viralité, permettant à des accents et à de l'argot auparavant marginalisés d'atteindre un public mondial. Cependant, cette même viralité peut conduire à l'appropriation culturelle où des façons de parler historiquement stigmatisées deviennent à la mode lorsqu'elles sont adoptées par des personnes issues de groupes privilégiés. La mondialisation économique a ajouté une autre dimension à ces discussions. Les centres d'appel de pays comme l'Inde, les Philippines ou le Mexique forment leurs employés à adopter des accents neutres, acceptables pour les clients américains ou européens. Cette industrie de la neutralisation de l'accent déplace des milliards de dollars et emploie des millions de personnes qui doivent supprimer leur identité linguistique naturelle pour accéder aux opportunités économiques. L'un des aspects les plus troublants de cette réalité est la façon dont elle affecte la transmission intergénérationnelle de la culture. Lorsque les parents ont l'impression que leur façon de parler peut limiter les opportunités de leurs enfants, ils prennent souvent la décision douloureuse de ne pas transmettre leur langue maternelle ou leur dialecte régional.
Cette rupture linguistique volontaire représente une immense perte culturelle qui se multiplie au fil des générations. La perte de langage a des conséquences qui vont bien au-delà de la communication. Chaque langue et chaque variante dialectale renferme des façons uniques d'organiser la pensée, de catégoriser la réalité, d'exprimer des émotions spécifiques qui n'ont pas de traduction directe. Lorsqu'une façon de parler disparaît, une façon particulière d'expérimenter et de comprendre le monde est également perdue. Cependant, des histoires puissantes de revitalisation linguistique émergent également. Les communautés qui avaient perdu leurs langues ancestrales travaillent d'arrache-pied pour les récupérer. L'hébreu, qui n'avait pas de locuteur natif pendant des siècles, est devenu la langue nationale d'Israël. Le gaélique irlandais connaît une renaissance parmi la jeunesse urbaine. Ces expériences montrent que les langues peuvent renaître lorsqu'il y a une volonté politique et un engagement communautaire. Friedrich Nietzsche a déclaré que « il n'y a pas de faits, seulement des interprétations, et peu de choses illustrent cette idée de manière aussi vivante que le langage humain. » Le même discours peut sembler absolument inspirant dans une voix et complètement hors de propos dans une autre. Les mêmes mots peuvent être perçus comme dignes de confiance ou suspects selon la personne qui les prononce. Parler n'est pas seulement un moyen de communication, c'est une affirmation de l'existence. Ce que nous avons vu, c'est que la langue est un terrain de controverse, un filtre invisible qui décide qui appartient et qui est exclu. Certaines voix sont amplifiées, d'autres réduites au silence. Certains accents sont considérés comme charmants, d'autres indésirables. Mais il y a un pouvoir immense chez ceux qui choisissent de garder leur voix même lorsque le monde leur demande de la changer. Il y a une force à parler comme on veut, même en sachant que cela peut fermer certaines opportunités. Parce qu'en fin de compte, l'identité n'est pas seulement une question d'adaptation, mais d'authenticité. Alors maintenant, je vous demande, parlez-vous pour être entendu ou pour être accepté? Si votre voix était différente, serait-ce toujours vous? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans les livres de linguistique ou les théories académiques. C'est dans cette décision quotidienne que vous prenez chaque fois que vous ouvrez la bouche. Choisir entre modifier votre voix pour l'adapter ou la garder comme une expression authentique de qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fin de compte, votre voix est votre empreinte digitale dans le monde. Et vous seul pouvez décider si cette empreinte sera une copie de ce que les autres attendent ou la marque unique de votre propre existence.